Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ce lien et de nous rejoindre ce faisant à l'intérieur de la médiathèque Romain Roland à Romainville pour ce premier temps fort du Festival littéraire hors limite qui est organisé chaque printemps par l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis. Merci aussi beaucoup à Laurent Mauvignier que nous sommes très heureux, Sophie Joubert et moi, de recevoir aujourd'hui donc pour ce temps d'échange autour de son œuvre. À l'origine, si les rencontres avaient pu se faire en public, nous aurions aimé avoir 3 temps de rencontres avec lui pour pouvoir déplier toutes ses activités à partir de ce tronc central qui est évidemment l'écriture de ses romans, de ses monologues. Malheureusement, Covid oblige, voilà, ces temps d'échange ne sont pas possibles pour le moment. Et les échanges avec les habitants de la Seine-Saint-Denis vont manquer à ces rencontres-là. Je crois qu'il est quand même nécessaire de maintenir quelque chose autour de la culture et de maintenir donc la possibilité d'entendre la parole des auteurs, des autrices. Pourquoi ? Parce que en ce moment, évidemment, une grande place est faite à la parole des politiques, à la parole de certains médias d'opinion qui ressassent les uns et les autres tout le temps les mêmes ordres, les mêmes recommandations. C'est quelque chose d'épuisant. À l'intérieur de ça, je crois que la parole poétique et non pas politique doit être relayée, doit être entendue, peut-être même comme une sorte de contre-média. C'est une parole qui est moins soumise, une parole qui est plus riche, plus complexe, qui cherche en faire entendre aussi bien les faiblesses et les forces. C'est une parole peut-être aussi plus bizarre, plus excentrique. Donc Laurent Muglier, à nouveau, merci. On te remerciera peut-être jamais assez d'avoir accepté ce temps d'échange qu'on va mener, donc Sophie Joubert et moi. On est très heureux de pouvoir, avec toi, reparcourir toute ton œuvre, là, au mois de septembre. Un nouveau roman a été publié, Histoire de la nuit, qui est un livre très impressionnant. Et Sophie et moi, on était d'accord pour dire que on retrouvait dans ce livre à la fois certaines continuités dans ton travail de romancier, puis évidemment aussi des choses nouvelles qui surprennent le lecteur. Et on s'est dit que ça pouvait être voilà, un biais intéressant pour reparcourir tout ton travail de romancier, que en permanence aller comme ça du côté des continuités, puis peut-être aussi de ce qui surprend. Je vais commencer moi par une première question un petit peu générale sur peut-être la psychologie de tes personnages, leur façon de se battre. En prenant un exemple précis, donc dans Apprendre à finir, qui est un livre qui a été publié en 2000 par les éditions de Minuit, c'est ton deuxième livre. C'est un monologue magnifique sur une femme blessée par la fin de l'amour, par la dureté de son mari, par peut-être même à certains moments ce qu'elle décrit comme du mépris. Ce mari revient vivre à la maison après une longue période d'hospitalisation. Et je vais lire un petit extrait pour ensuite t'interroger dessus. Puisqu'il était revenu, puisqu'il était là, à la maison, comme s'il n'y avait qu'à attendre pour que ça revienne, que le temps et la guérison à attendre pour que revienne la vie qu'on avait voulu, comme ça. Juste, il faudrait tendre la main pour que notre vie nous tombe toute crue dans la bouche, comme si, à l'avoir tellement voulu, elle ne pouvait plus se refuser à nous, ni être autre que celle qu'on avait imaginée, tranquille, sans bruit, quelque chose de calme. Et la certitude d'avoir toujours une main pour chercher la nôtre, un regard pour trouver un regard. À nous, ce calme, les certitudes. Je le voyais dans la chambre, je savais qu'il était là, et de dehors, je pensais, quand je revenais des courses, qu'il était dans la maison. Ça la rendait belle, notre maison. Je pensais des tas de choses, et je n'aurais jamais entendu les voix de ceux qui, pour mon bien, auraient murmuré à mon oreille « Méfie-toi de dormir plus dans la confiance que dans la rage ». C'est un passage que je trouve incroyable, notamment pour cette phrase de conclusion, mais c'est aussi un passage que je trouve peut-être très significatif de beaucoup de tes personnages, à savoir, dans ces lignes très condensées, ce qu'on entend, c'est une vie brisée par la dureté, un élan vers l'autre, une nostalgie de l'amour, la difficulté que les personnages éprouvent même à espérer encore une vie meilleure. C'est-à-dire presque, ils ne s'autorisent presque même pas cet espoir-là. Alors,
On le sait, hein, tes lecteurs le savent, ces relations dures, elles sont dans tous tes livres. Cette vexation essentielle, elle est dans tous tes livres. On pourrait penser que ça décrit un univers qui est sans horizon. Il me semble, moi, souvent, et comme ce qu'on vient d'entendre là dans cet extrait-là, parce que la parole est encore possible, en fait, on assiste plutôt à une insurrection. C'est-à-dire, plutôt que de l'énoncé d'une défaite de la part de ces personnages, le seul fait de tout d'un coup qu'il y ait la parole, qu'il y ait le monologue, qu'il y ait une telle énergie pour parler, c'est au contraire un moment de barricade et d'insurrection. Est-ce que dans ta tête, c'est un petit peu comme ça que tu penses à tes personnages ? Oh, oui, mais c'est comme ça que je pense l'écriture tout court. Donc c'est vrai que ça, c'est une constante. Tu parlais des différences et des constantes. Celle-ci en est une, et je pense qu'elle est autant liée. Là, de ce point de vue-là, j'aurais presque envie de dire que les personnages sont presque une métaphore de l'écriture elle-même, en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours, j'allais dire, à la fois l'empêchement est presque le moteur euh, de l'injonction à dépasser l'empêchement. Donc c'est très lié, oui. Et ça, c'est sûr, c'est une constante des personnages parce que. Mais bon, c'est pas du tout un truc prémédité. Moi, je me souviens, notamment à peu près à cette période, d'ailleurs, au moment d'apprendre à finir, d'un universitaire qui m'a dit, mais quand même, moi, j'ai pas envie de lire vos livres, ils sont trop tristes, ça a l'air tellement triste, ça a l'air très triste, tout ça. Bon. Je dis, mais non, les livres, ils peuvent être durs, ils peuvent être ce qu'on veut, mais triste, je crois pas. Vraiment, je pense pas. Je pense que les situations évoquées peuvent effectivement paraître tristes parce qu'elles sont sombres, mais les rapports que les personnages entretiennent avec ça n'est pas du tout un rapport de soumission, ça c'est certain. Et, au contraire, c'est plutôt je pense, un instinct de vie et une vitalité qui s'exprime, un besoin. Alors c'est toujours le mot insurrection, je pourrais le reprendre à mon compte, mais d'une certaine manière, je m'en méfie un petit peu parce que c'est un mot qui est un petit peu, pas forcément galvaudé, mais qui est connoté, disons, sur un plan politique, etc. Alors que c'est plutôt une espèce d'insurrection intime, j'allais dire, qui ne se formule pas forcément comme telle. C'est-à-dire, c'est des personnages, ils sont toujours en train d'essayer de chercher en eux le ressort pour malgré tout ne pas se résigner, en fait, quoi. Il y a quelque chose peut-être de plus. Dans l'idée d'insurrection, il y a quelque chose de volontariste et d'assez. D'une prise de décision, alors que là, peut-être, c'est souvent plus primaire que ça, où c'est vraiment une question peut-être de vie ou de mort, et donc la question n'est même pas posée. C'est une insurrection de fait, j'ai envie de dire, et qui passe par le langage, et ça c'est vrai que c'est une constante de tous mes personnages. C'est comme si j'arrivais pas à penser à un personnage qui soit pas dans cette logique-là, en fait. D'accord. Ouais. Si on trace un chemin à l'intérieur de ton travail, depuis le premier livre jusqu'au dernier, Histoire de la nuit, on pourrait dire qu'il y a les livres du début qui sont des livres un peu plus fermés, très, très étouffants, qui sont axés autour d'un monologue. Et puis à un moment, il y a une ouverture à la polyphonie. Je pense à Dans la foule, le livre sur la catastrophe du Heysel. Et puis une ouverture aux grands espaces. Là, je pense à Continuer, l'histoire de cette mère qui emmène son fils adolescent pour un long périple à cheval en Ouzbékistan, je crois. Kirghizistan. Pardon. Voilà. Est-ce qu'à un moment, il y a cette volonté d'ouvrir Ah bah oui, le clairement. texte Clairement. Bah, c'est vrai qu'à à un moment, c'est très étrange la façon dont les premiers livres, j'allais dire, on fait ce qu'on veut et ce qu'on peut déjà, mais sans trop. C'est pas qu'on sait pas ce qu'on fait, mais on n'a pas forcément conscience de la façon dont les livres sont perçus par les autres. Au fur et à mesure, évidemment, il y a des retours sur ça et qui sont toujours un peu en soi étouffants et puis qui sont des questions finalement que tu as envie de malaxer, de prendre dans ton propre travail comme des lieux un petit peu d'interrogation ou de remise en cause de ce que tu fais et puis surtout pourquoi tu le fais, quoi. Et il y a un moment, je crois, au bout de mon troisième ou quatrième livre, je commençais à me dire bon ben
je vais peut-être commencer à savoir faire des petits trucs comme ça, quoi, des petits monologues, machin. Je vais régler mes petites histoires et tout ça. Je vais en faire un tous les 2 ans, ça va être formidable. Et puis à la fin, je vais arrêter parce que ça va m'emmerder en fait. Faut quand même être- Et moi, j'ai besoin d'un sentiment de mise en danger dans l'écriture, d'écrire des livres que je ne sais pas écrire, bon. Et puis l'envie effectivement, du coup, de sortir un peu d'un espace, peut-être un peu vraiment de la cellule familiale, avec vraiment tout le poids que le mot cellule peut avoir. Et puis aussi parce que je lisais aussi, mais des choses qui ont peut-être rien à voir. Il y a des livres qui m'ont impressionné, je pense à Delilo, à Outremonde par exemple. Et puis cette chose que j'entendais tous les 3-4 matins, qu'on entend un petit peu moins maintenant je trouve, mais qu'on entendait beaucoup il y a 20 ans, qui était de dire que les écrivains français étaient forcément repliés sur leur petit nombril, qu'ils étaient tout chétifs, qu'ils n'étaient pas foutus de faire un roman. En gros, on était des gros nuls en gros. Et moi, c'est une question que je prends, c'est très mégalo de ma part, mais je le prenais vraiment personnellement, quoi. Genre, je me disais, je me sentais agressé et insulté, pas seulement en tant qu'écrivain français, mais en tant que, j'allais dire, l'une des incarnations possibles de la littérature française à ce moment-là, quoi. Et puis par rapport à mes goûts aussi, simplement, c'est avec cette littérature américaine, ou pas seulement américaine, mais je disais Delilo, mais je pourrais dire Solbanks ou d'autres, hein, ça m'a donné envie un peu de prendre le risque de pousser les murs. Il y a eu ce plan-là. Se confronter aussi à l'histoire contemporaine, à sortir un petit peu d'histoires qui étaient plus intimistes, quoi. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que je faisais ça, et je m'en suis aperçu, mais même jusqu'à continuer en fait, que même en ouvrant des espaces, finalement, le stade du Hazel, malgré tout, c'est un espace clos. Et on reste quand même dans un huis clos, malgré tout, même si c'est un huis clos avec 60 000 personnes. À la fin, on est avec quelques personnages et dans un espace quand même fermé. Et puis continuer, je me dis, bon, certes, j'ai enlevé les murs, mais en fait, quand cette mère est en face de son fils, même si c'est en pleine montagne, ça reste quand même un huis clos, malgré tout. Et donc maintenant, j'ai renoncé totalement à l'idée de l'extérieur, parce que je crois que mes livres sont des huis clos, et c'est-à-dire que ma structure mentale est sans doute comme ça, je peux rien y faire. Mais je crois que j'ai eu besoin vraiment d'ouvrir quand même, pour bien peut-être comprendre pour moi-même que ces zones pavillonnaires dans lesquelles je mettais mes personnages au début, à la Bassée, etc., c'est différent des personnages. Et que les personnages, ils peuvent être à d'autres endroits, mais qu'à la fin, ça sera toujours les mêmes. Ça, c'était pour moi important d'y passer. Et puis finalement, il y a ce lieu de la Bassée qui revient dans les premiers livres et dans le dernier, et puis comme ça, qui revient très régulièrement dans mes livres. Et j'ai l'impression que je fais toujours des livres qui ont besoin de revenir à la maison, mais qui ont besoin d'en partir. Et au fond, comme on fait dans la vie, finalement, de revenir chez soi et d'en sortir. Mais c'est vrai que c'est toujours comme ça, sur cette espèce de tension, pour moi, entre revenir et sortir. Il y a toujours quelque chose de lié, même si à la fin, effectivement, je pense que malgré tout, les livres restent quand même des huis clos. Mais ça se traduit aussi par le besoin de passer d'un genre à l'autre, ça on en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans l'idée de sortir du genre du roman, parce que, par exemple, le monologue, pour moi, était aussi quelque chose que... je me sentais très à l'aise dans le monologue, mais c'était aussi très enfermant. Donc le besoin de passer par des livres qui ne prennent plus cette figure du monologue, c'est toujours des... parce que, mais même sans le monologue, en fait, j'ai toujours des phrases qui fonctionnent un peu en spirale, de manière peut-être souvent très longue, mais pas forcément, mais qui sont toujours marquées à un moment par l'idée d'une espèce de retour sur soi, de trucs englobants, quoi. Donc évidemment, du coup, ça crée aussi la tentation de pousser. Il y a une espèce de tension comme ça, à la fois... Mais ça, il y a ça dès le monologue, en fait. C'est à la fois la question du souffle, d'une tension vers l'autre, et en même temps, cette tension vers l'autre, paradoxalement, elle est toujours... c'est comme le mouvement du souffle, toujours dans l'idée de
de propulser, mais aussi finalement de reprendre en même temps. Il y a les deux, et c'est absolument inséparable. Et ça, je sais que c'est une constante, même si j'essaie de m'en sortir, j'allais dire, un peu comme un repenti. Mais plus j'essaie de trouver l'espèce de plasticité de ça, plus je m'aperçois que je peux prendre toutes les formes possibles. En fait, je reviens tout le temps à ça. Mhm. Et alors justement, tu reviens tout le temps à ça, c'est-à-dire notamment souvent à cette question familiale ou des rapports à l'intérieur de la question familiale. Mais il y a aussi la question sociale d'une certaine manière, c'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de livre avec des grands bourgeois ou... Je désespère pas, je désespère pas du tout. Mais donc il y a aussi cette focale que tu mets comme ça sur une certaine partie de la population française, qui est comme une question que tu poses en permanence. Ouais. Non, mais tu vois, ça c'est par exemple un truc qui m'intéresse beaucoup. Si par exemple j'écrivais que des livres sur des grands bourgeois, on me poserait sans doute pas la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'ouvriers dedans. Peut-être. Tu vois ? Non, mais c'est vachement intéressant parce on a énormément intériorisé de choses alors que par exemple dans la littérature du 19e siècle, évidemment, mais par exemple quand on parle de Zola, on en parle pour ça. C'est comme s'il y avait toujours entre la littérature, entre la culture en général et des mondes qui n'ont pas forcément accès à cette culture, une espèce d'anomalie, pour prendre un titre à la mode, qui pose question. Alors que c'est vrai que honnêtement, moi je me suis vraiment... Mais je pense que ça c'est peut-être en train de changer, mais moi je fais partie d'une génération, et je pense que c'est en train d'aller vers ça, où les choses se font peut-être naturellement, presque plus que politiquement finalement, c'est-à-dire que moi j'ai parlé des gens que je connais, tout simplement en fait. Mais comme j'imagine, les gens qui parlent de la grande bourgeoisie dans la littérature en ont parlé parce que c'était leur milieu. J'allais dire un peu... J'ai l'impression que ça c'est en train de changer, parce que non pas que l'écriture se soit démocratisée forcément, mais malgré tout, il y a quand même de plus en plus d'écrivains qui viennent de milieux sociaux très différents. Et c'est une bonne chose, tant mieux. Mais c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir qu'il y a une vie après le périph', donc c'est formidable, mais il était temps, on va dire. Mais c'est vrai que moi, je pense, je ne suis pas le seul, hein, il y a beaucoup d'écrivains qui, même si c'est forcément par la réception des livres, c'est obligé de devenir une question politique. Mais au départ, pour moi, ça ne l'est pas tant que ça. D'accord. Au départ, c'est pas, tu pars pas d'un espèce de constat en te disant, non. Bon sang, mon monde n'est pas là dans l'espace littéraire, non. Et je dois le... Mais en même temps, je me souviens quand j'étais enfant, vers 10 ans, je me disais, de toute façon, je ne pourrais jamais être écrivain, parce que les écrivains, en gros, soit ils sont morts, en gros, soit ils vivent à Paris dans des quartiers chics, et soit ils passent à la télévision chez Bernard Pivot, mais en tout cas, ils vont certainement pas au Super U du coin, avec une route nationale, et puis avec des camions qui passent sur la route nationale, quoi. Donc, même si je dis ça, malgré tout, c'est quand même quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance, dont je me souviens comme quelque chose quand même de douloureux, en fait. D'accord. C'est-à-dire que je ne serai jamais écrivain, parce que de toute façon, cet endroit-là, bah non, les seuls écrivains, c'était les noms de rue, et c'est tout. Et donc malgré tout, je pense que ça a quand même joué, même politiquement, même dans la... mais j'allais dire de manière plus inconsciente, plus intériorisée, plus vécue sur un mode plus intime en fait. C'est plus intime qu'une question revendicatrice comme ça, de dire je vais réparer une injustice. Parce que moi, après, je veux bien être prétentieux de dire allez, je vais mettre mon masque de Zorro, mais non. Moi, ma question, c'était juste de commencer à écrire et de me dire est-ce que j'aurais même. Je me trouvais déjà tellement arrogant, tellement dingue d'avoir envie d'écrire, de m'autoriser le droit de ça, que avoir quelque chose à dire, non, c'est déjà beaucoup trop, quoi. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que je trouve que pour être dans la position de se dire je veux réparer une injustice, etc., il faut avoir une confiance en soi, un aplomb que personnellement j'avais pas du tout, que je pourrais avoir maintenant, parce que ça fait plus de 20 ans que je publie des livres, donc maintenant je pourrais me dire, je peux décider d'un sujet, mais même encore aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est-à-dire que je constate qu'il y a une dimension politique, mais qui est vécue sur un mode très
Non prémédité. Non prémédité, ou qu'il l'est mais de manière plus inconsciente et de manière plus intime, mais qui répond à quelque chose vécu comme une injustice par contre. Mais qui répond même à quelque chose qui te dépasse toi, puisque par exemple on a beaucoup vu dans les 10 dernières années de la vie politique en France la question de la France périurbaine, de cette France-là qui était hors de tous les radars, y compris des séductions politiques. Les hommes politiques ne parlaient pas à cette France périurbaine, etc. En fait, toi tu passes de livre en livre, tu ne fais que l'examiner. Non, mais c'est pour ça, moi, je suis des fois un peu affolé et je dois dire assez consterné parce que j'entends. Parce que là, par exemple, pour Histoire de la nuit, en septembre, j'ai entendu plusieurs fois cette petite musique qui voulait me transformer en porte-drapeau des Gilets jaunes, etc. Mais je m'en fous des Gilets jaunes, moi je les connais depuis mon enfance. Qu'est-ce que vous venez m'emmerder avec les Gilets jaunes? Je veux dire, d'un seul coup, les gens découvrent, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se mettent un gilet jaune sur les épaules et commencent à descendre dans la rue et à foutre le bordel pour que les gens s'aperçoivent qu'ils existent. Mais moi, quand j'entends ça, c'est vrai que c'est totalement désolant et puis désarmant parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que toi, cette blessure-là, tu l'as décrite. Mais oui, bien sûr. Et puis je suis pas le seul pour le coup. Il y a quand même un moment. De toute façon, c'est simple. Mais parfois, ça vient de choses. J'allais dire visuelles ou télévisuelles. C'est-à-dire, on se dit, tiens, on va faire, je sais pas, les journaux télévisés, par exemple, se disent, on va faire un reportage sur la misère sociale, etc. Alors, comme on est à Paris, c'est plus simple d'aller en banlieue directe, et parce que visuellement, ça sera plus fort que d'aller à la campagne. Et alors qu'en réalité, voilà, mais je pense que c'est pour des choses toutes simples, comme ça, des fois, ça devient des espèces d'images un peu stéréotypées, de dire tiens la pauvreté, paf, banlieue, hop. Et du coup on oublie comme ça, on sape toute une partie de la population qui se sent complètement rejetée et puis qui de fait l'est. Enfin, après c'est très complexe, c'est très, c'est pas, je veux pas non plus. Mais moi j'ai été frappé là avec Histoire de la nuit, de voir comment certains voulait m'emmener à dire certaines choses, ramener. Moi, c'est vrai que je me sens ni l'âme d'un porte-drapeau, ni. Mais parce que après, le rapport que je parle pour moi là, que j'ai pu entretenir avec ce milieu ouvrier, ce milieu paysan, ce milieu rural, comme ça, périurbain, etc. Il est très compliqué quand on veut écrire. Parce que c'est pas un milieu qui vous fait de cadeaux, qui vous invite à le faire. C'est un milieu qui trouve que vous seriez bien mieux en usine qu'à écrire vos conneries, quand même. Donc moi j'ai un rapport très ambivalent avec ça. C'est en ça que je veux pas être porte-drapeau, parce que c'est un milieu que j'ai quitté aussi. Donc c'est pas, je veux dire, c'est très curieux parce que mais c'est une douleur intime ça. On écrit sur des gens dont toute notre vie on a voulu les quitter en fait. Moi je me souviens quand j'étais gamin, on me disait qu'il fallait être bon à l'école pour ne pas avoir de patron. Et donc il fallait penser le français comme un instrument, pas seulement de libération, mais aussi comme un instrument, comme une arme de guerre, comme un instrument de pouvoir aussi. C'est une question de... Et donc, pour l'idée, c'était de fuir ce milieu ouvrier, de fuir la ruralité. C'était ça qui était derrière l'idée du français. Et puis finalement, il m'a fallu 31 ans, avec mon premier livre, avec Loin d'eux, pour comprendre qu'en réalité, il fallait que je revienne, que cette langue, elle ne me servait pas à quitter, mais à revenir, avec un autre regard sur ça. Et ça a été extrêmement long, extrêmement douloureux, et puis totalement, c'était un arrachement, ça. Et donc ce rapport intime à ça, il est complexe. C'est pour ça que l'idée d'être un porte-drapeau pour les Gilets jaunes, ou je sais pas pour qui, ne me convient pas, parce que c'est pas vrai. En termes de mouvement intérieur, c'est beaucoup plus complexe.
C'est-à-dire, ça ne peut pas se réduire à une... Je ne pourrais pas me dire, ah tiens, je vais épouser la cause de qui que ce soit sur ça, parce qu'en fait, je sais que le rapport que j'ai avec eux est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ambivalent, beaucoup plus fait de... quand je suis dans certains... par exemple, je vais en famille, etc., je peux m'engueuler sur plein de trucs, et en même temps, quand je suis dans des milieux là, parisiens, un peu plus mondains, où je vais me retrouver dans des situations comme ça, où j'entendrai des gens qui vont commencer un peu à mépriser le milieu ouvrier ou rural, etc., avec des petites allusions, des petites choses. Là, je me sens blessé dans ma chair, quoi. C'est moi qu'on attaque, quoi. Je me sens... c'est pas que je me sens proche de ce milieu-là, c'est moi ce milieu-là. Et les livres, ils sont à cette lisière d'un endroit où on n'est plus de quelque part, mais où on ne le sera jamais d'ailleurs, en fait. Et moi, ça me convient, hein, c'est très bien. Je me suis toujours senti comme ça, de toute façon, donc ça me pose aucun problème d'être nulle part. Mais le fait est que je vois bien que dans ma vie, je ne suis plus d'un certain milieu, mais que je ne serai jamais d'un autre milieu social. Jamais. Et la France marche comme ça. Enfin, je pense que dans d'autres endroits. Et les livres cherchent à inventer, je pense, à travers la langue, peut-être il y a une sorte d'utopie de communauté de gens comme ça qui pourraient se retrouver dans ces interstices-là, quoi. Tu viens de dire quelque chose que je trouvais incroyable sur le statut du français à l'école, c'est-à-dire comme lieu de pouvoir d'une certaine manière. Il y a cette phrase de Kateb Yassine, moi, qui m'a beaucoup marqué. On reprochait à Kateb Yassine, une fois l'Algérie libre, on lui reprochait de continuer à écrire en français. Et il disait, mais en fait, la langue française, c'est un butin de guerre, c'est quelque chose qu'on a arraché aux Français. Est-ce que, quand il a cette expression, on l'a arraché aux Français, est-ce que toi, en fait, d'une certaine manière, tu le dirais presque avec cette violence-là aussi? Ouais, totalement. Ouais. C'est quelque chose même qui a compté, alors là, peut-être pour le coup de manière plus consciente, notamment avec Apprendre à finir. Je me souviens d'une dame une fois dans le public comme ça, dans une rencontre, qui me dit, mais quand même, elle parle très bien pour une femme de ménage. Et, pour moi, tout est dit à ce moment-là. Je dis, mais j'espère qu'elle parle très bien. Bien sûr qu'elle parle très bien, évidemment. C'est pas parce que vous êtes une femme de ménage que vos drames, vos petits drames sentimentaux ne sont pas des tragédies raciniennes comme toutes les autres. Pourquoi pas? Et, donc ça, pour moi, oui, c'est très important. Ouais. D'accord. Parmi les constantes qu'on repère dans ton travail, il y a la question très forte de la violence. Alors la violence peut-être psychologique et parfois physique. Et au fond, son corollaire qui serait la peur. Et puis il y a aussi, je trouve, la question, et de plus en plus au fil des livres, de la violence masculine, au sens de violence virile. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qui est en train de s'affirmer. Alors c'est drôle parce que ça... je fais peut-être un petit écart en disant ça, mais j'ai l'impression que dans cette question-là, elle est présente tout le temps dans tous mes livres, mais qu'elle devient, mais qu'elle accompagne les transformations presque littéraires. On passe à quelque chose de plus romanesque dans les derniers livres. Et alors, mais j'ai l'impression que c'est cette question-là qui fait que c'est possible, en fait, que c'est une espèce de passerelle dont je ne sais pas pourquoi ça l'est. Paradoxalement, je pense que ça vient peut-être du théâtre, grâce à des gens comme Edward Bond ou des gens comme ça. Et puis peut-être, une fois encore, certaines choses de la littérature américaine, je pense à McCarthy ou des gens comme ça. Enfin, il y a un truc, bon, avec ça. C'est une question, ça, mais qui est une question qui est ce rapport à la violence masculine, mais j'ai envie de dire, elle est là dès le premier livre finalement, parce que le suicide de Luc dans Loin d'eux, c'est la violence faite à soi-même, mais c'est quand même c'est quelque chose dont on dit peu du suicide quand même. C'est que c'est d'abord une extraordinaire violence. Et c'est vrai qu'il y a ça dans presque tous mes livres. Mais peut-être ça rejoint ce dont on parlait là, la question de savoir quelle place on s'autorise. Et moi, je me souviens quand j'étais enfant, peut-être parce que j'ai passé du temps à l'hôpital quand j'étais gamin et que je regardais beaucoup les gens. Et moi, le modèle, par exemple, des hommes, je n'avais pas du tout envie de devenir ça, quoi, parce qu'ils me faisaient peur. Il y a quelque chose, une violence, mais tout le temps, mais parfois une violence,
je veux dire, c'est rien, c'est le chasseur qui revient et puis qui met son gibier là et qui pose son gibier dans l'évier avec le goutte de sang de la bestiole qui tombe comme ça dans l'évier. Moi, enfin, je sais pas, des choses. J'ai l'impression d'être peuplé d'images comme ça, d'une grande violence, mais d'une violence muette aussi. Et puis, mais quelque chose qui m'a toujours troublé, puis qui, je pense, participe de l'écriture, c'est que, en même temps, j'ai vu beaucoup d'hommes qui m'ont fait peur, mais je les ai jamais, j'ai toujours vu en eux des gens qui étaient des dominants, mais j'allais dire comment dire, par excès de soumission, qui retournaient le fait d'être eux-mêmes des victimes, des dominés, par une espèce une façon de surjouer une domination sur leurs enfants, sur leurs femmes, sur les animaux, sur une espèce de violence comme ça, de gens qui n'allaient pas bien dans leur vie, et de frustration, Voilà, c'est vrai que cette question-là mais je pense qu'elle m'a toujours posé question parce parce que aussi bien comme enfant, je voyais les autres garçons, je voyais comment les gens grandissaient, je voyais la figure que je... Et par exemple, moi très vite, vers 10 ans, je me suis fait une obsession qui était de ne pas aller à l'armée, de ne pas faire mon service militaire. Mais j'y pensais tous les jours. Tous les jours, c'était un but dans ma vie, surtout de ne jamais faire le service militaire. Et je me souviens quand j'étais étudiant, après on me disait mais tu peux demander d'être objecteur de conscience et tout ça. Et moi je disais non, je voulais pas être objecteur de conscience non plus parce que c'était une fois encore même pas un truc vécu sur un mode comme ça de revendication. Non, c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus haineux que ça. C'est-à-dire pour moi l'objection de conscience c'était déjà une forme de concession parce que c'était un dialogue. C'est genre on va parler, je suis pour, je suis contre. Non, je suis ni pour ni contre. Je ne veux pas, je ne peux pas, c'est pas possible. Et une violence en moi totalement irrépressible avec ça. Mais qui a été aussi en lien avec ma représentation des hommes. Et je ne peux pas séparer l'image des hommes et de la violence. C'est impossible. Pour moi, c'est totalement lié. Mais après, entendons-nous, quand on parle de violence, une fois encore, il y a de l'ambivalence dans tout ça. C'est-à-dire, la violence ne fait, j'allais dire malheureusement, pas forcément de ces hommes uniquement des salauds. Et je pense beaucoup à ça aujourd'hui, ces dernières années, parce que, bon, puisqu'on a les gilets jaunes d'un côté, mais on a aussi les années MeToo, et les violences faites aux femmes, etc. Moi, c'est des choses qui me posent aussi beaucoup de questions, parce que je trouve il est très très bien, évidemment, qu'on parle de ça, que la parole des femmes se libère, etc. Mais moi, j'aimerais vraiment, et ça me tente d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on travaille sur ces hommes, j'aimerais bien savoir qui sont ces mecs-là, quoi. Qui sont ces gens? D'où ils viennent? Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en eux? Qu'est-ce que c'est cette violence? Je veux dire, il y a eu à un moment une campagne de pub dans le métro pour montrer que ce qu'on a appelé les frotteurs, que je trouve être un mot un peu nul, parce que c'est ou trop doux, ou trop un peu à côté, je trouve, de la violence de ce que ça dit. Il y avait cette pub dans le métro qui comparait, qui mettait à la place de ces hommes-là, mettait des animaux. Un loup, un ours, etc. Bon. Mais non, ce sont des hommes, ce sont des humains. Ce sont pas, je veux dire, je trouve que transformer ça, l'idée de dire, mais comme on l'a dit plein de fois, ça sur les nazis, etc. Je veux dire, non, ce sont des humains. C'est ça qu'il faut prendre en compte. On ne veut pas le voir. Et donc on veut les transformer en monstres ou en animaux ou quoi que ce soit. Mais non. D'abord, les animaux, c'est faire injustice et injure aux animaux que de les comparer à des violeurs. Je vois pas en quoi un ours
je vois pas ce que l'ours a à faire là-dedans. Je vois pas pourquoi d'un seul coup on attaque cette pauvre bête qui pour le coup n'a rien à foutre là-dedans. Non, mais c'est vrai. Déjà je trouve ça assez dingue quoi. La notion de la prédation animale et la prédation humaine n'est pas du tout de même nature de ce point de vue-là. Donc ça c'est pas possible. Et puis après dire mais oui mais vous voyez ce type là qui suit une fille dans la rue, qui frappe sa femme, etc. C'est votre copain avec qui vous allez faire du tennis, c'est votre copain, c'est votre collègue du bureau avec qui vous allez boire un café qui est vachement sympa. Et bien quand il rentre chez lui, c'est lui qui tape sa femme. Bon, voilà, je trouve qu'il n'y a pas encore d'endroit suffisamment où on interroge ça de manière un petit peu... Alors je sais bien, on a besoin aujourd'hui du discours très simplificateur. Un salaud est un salaud, une victime est une victime, un bourreau, etc. Sauf que c'est tellement plus nuancé dans la vie. Alors c'est sûr le problème, justement, quand on veut être dans des questions militantes pour dénoncer, par exemple, des comportements des hommes sur les femmes, etc., on a besoin d'une pensée un peu simplificatrice pour rendre ça efficace. Bon. Mais moi, je me dis comment un écrivain, par exemple, peut parler de ça de manière un peu plus proche d'une réalité sans justifier, expliquer, enfin que l'explication ne devienne pas une justification de dire il a été malheureux quand il était petit donc on peut le comprendre. Non, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit quand même de rendre compte de la complexité d'une personne, je vais dire d'un personnage. Et ça pour moi c'est une telle question dans la vie que... et puis je crois que la violence sociale, politique, qui est faite, qui est partout, qui est omniprésente, qui a un nombre de masques tout à fait... Voilà, c'est quelque chose qui est très présent, par exemple, dans les contes, pour ça, l'idée de l'ours, par exemple, dans les pubs, etc., pour dénoncer ça, je me suis dit, tiens, et c'est marrant, pourquoi ça marche dans les contes et pourquoi ça marche pas pour moi dans cette publicité-là? C'est que dans les contes, il y a une façon de transfigurer la violence humaine, mais on sait toujours qu'on parle des humains, en fait. C'est-à-dire qu'on ne masque pas... voilà, ça me paraît de nature totalement différente. Et moi, je me dis, il faudrait réussir, à travers les romans, à travers la fiction en général, à pouvoir... c'est quelque chose que je cherche, à essayer de rendre cette expérience-là partageable, mais dans sa complexité. Et c'est difficile, parce que dès qu'on essaie d'être complexe, je me souviens, moi, pour mon troisième roman, pour ceux d'à côté, ça avait été compliqué, parce que il y avait un personnage, il y avait un violeur, et c'est un livre qui serait plus tellement possible aujourd'hui, parce que je me suis sans doute planté sur des choses, d'ailleurs, avec ce livre-là. Peut-être que je l'écrirai plus de la même manière, sans doute. Parce que c'est des figures qui sont très, très, très complexes mais c'est intéressant parce que c'est complexe. Moi, quand j'entends ces discours politiques, même si je suis d'accord avec eux sur la dénonciation de ces violences et tout ça, il y a toujours... L'écrivain en moi n'est pas content de ça. Le citoyen peut être content de ça, mais l'écrivain en moi n'est pas content de ça. Je dis non, un homme ne se réduit pas à sa violence. Un homme il est aussi victime de sa violence. Comment parler de ça sans le justifier, sans en faire... Voilà, donc c'est évidemment éminemment complexe, donc très intéressant, très fort. Et je me suis dit, c'est peut-être une des choses qui font que que mes romans sont en train de changer et vont vers quelque chose de plus romanesque, c'est que je m'aperçois que le roman, même la figure du genre, mais le conte pourrait faire ça aussi, permet finalement de dire des choses que je ne pourrais sans doute pas approcher de manière aussi forte par des formes qui seraient plus directes. Et comme le pamphlet ou... Oui, voilà, ou même comme les romans, comme je l'ai pratiqué plus au début, par exemple. Par exemple, Histoire de la nuit, j'ai l'impression que c'est un roman, c'est ce que j'ai fait sans doute de plus romanesque, de plus proche d'un genre, et en même temps, c'est sans doute mon livre le plus autobiographique. Pour moi, c'est plus autobiographique que mes premiers livres. Mais justement, parce que le genre permet par les sensations, permet de partager une expérience que tout le monde va connaître dans les codes, et se sentir finalement relativement peu en danger parce qu'on connaît les codes,
et en même temps, du coup, de traverser ça pour essayer d'aller chercher quelque chose de l'expérience intime. Mais justement, en fait, quand tu dis ça, et quand tout à l'heure tu faisais référence à ta propre enfance, c'est-à-dire à ton effroi devant la violence des adultes et des hommes, dans Histoire de la nuit, il y a effectivement ce personnage de Denis qui semble assez machiavélique, en tout cas qui est inquiétant comme ça, avec son espèce de tranquillité, alors qu'on sait qu'il est là pour donner la mort. Mais il y a aussi en regard de cet homme, il y a cette petite fille, Ida, qui lit elle-même le soir un livre qui s'appelle Histoire de la nuit, donc c'est une mise en abîme et qui résultat fait qu'on est tenté de lire tout ton livre comme en fait un livre vu par Ida, enfin une scène vue par Ida intégralement, et c'est-à-dire l'effroi d'une gamine devant la violence des adultes. Ouais. Et donc c'est peut-être par là que effectivement tu peux ensuite en arriver à dire que c'est autobiographique. Oui, mais il y a, c'est pour ça que moi je tenais au titre et à l'idée du livre de contes, parce que un fait divers, il n'y a pas grand-chose à faire pour le transformer en conte. Hein. Et réciproquement. Par exemple, à un moment, je m'étais dit, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de dire, tiens, le petit chaperon rouge, par exemple, je me dis, tiens, si on enlève tout l'aspect métaphorique, essayons de retrouver le fait divers qui est derrière ça. C'est un fait le petit chaperon rouge, c'est un fait divers. Essayons de retrouver quel était le fait divers. Et il existe probablement, et il y en a plein des histoires comme ça, quoi. On pourrait transformer et interroger comme ça. Et c'est une façon, je trouve, finalement, qui a fait ses preuves dans l'histoire. Hein, et c'est pas pour rien, c'est que ça permet de dire des choses qui sont littéralement innommables, en fait. On peut pas parler de la violence, on peut pas la montrer, on peut pas. Donc, la fiction, le genre romanesque permettent peut-être puisqu'on a tous les codes en commun, de traverser ces expériences communes pour partager quelque chose qui touche à l'intime et de manière très, très difficile à partager, parce qu'une fois encore, là, moi, dans ce livre-là, je pourrais en faire mes 3 salopards. Voilà. De manière caricaturale. Voilà, et donc, essayer de se dire, non, mais rappelez-vous qu'un salaud, quel qu'il soit, a eu des parents, a eu une enfance. Et une fois que vous commencez à vous dire ça, vous, en train d'écrire votre petit livre, vous dites, merde, qu'est-ce que je fais avec son enfance à lui ? Comment un enfant devient ce salaud-là ? C'est une question que je m'étais posée, moi, déjà dans Des Hommes, quand j'avais remonté un peu le parcours de Faudebois, en commençant par ce type, espèce de type puant, répugnant, sale, odieux, etc. On se dit, mais d'où il vient ça ? On ne naît pas comme ça, quand même. Ça vient d'où ? Alors après, il ne s'agit pas de justifier, d'excuser tout le monde. Mais de toute façon, après, dans un monde de procureurs, il n'y a jamais d'avocat dans ce monde de merde. Non, mais c'est vrai, c'est le monde de procureurs. Tout le monde est en train d'accuser tout le monde tout le temps. Donc c'est vrai que moi, alors ça, il y a peut-être une dimension politique sur ça, mais c'est vrai que moi, en écrivant, non, il y a toujours un moment où quand même, je ne veux pas minorer la violence des gens, mais j'essaie pas de comprendre, enfin si, peut-être de comprendre, parce qu'en fait, il faut retrouver cette espèce d'endroit un peu d'ignorance où on est là, devant des choses, de mettre tout comme ça sur la table. En fait, pour moi, le truc, c'est d'essayer de mettre tout sur la table. Et après, chacun est assez grand pour reconstituer les pièces et de faire ce qu'il a envie de faire avec ça, de donner aux gens, aux uns aux autres, des outils pour une espèce de photographie un petit peu objectivante, peut-être pas objective, mais qui tendent à donner les éléments pour essayer que chacun se fasse sa propre pensée, ses propres idées à partir de... Et c'est en ça, de ce point de vue-là, que je me sens pas du tout, par exemple, un écrivain militant. C'est-à-dire que je sais pas d'orienter, peut-être 1 ou 2 fois où j'ai essayé un petit peu trop d'être un peu trop militant, j'ai regretté après, mais j'essaie plutôt de rendre compte d'une complexité, enfin comme moi en tout cas je l'éprouve au moment où j'en parle. Mais voilà. Il y a dans le dernier livre Histoire de la nuit un personnage de peintre, de femme peintre, et on a le sentiment que ce que tu écris parfois sur la recherche picturale a à voir avec la recherche que tu mènes en littérature. Est-ce que c'est une manière d'avancer peut-être un peu masquée, ou en tout cas de faire un lien entre la peinture et la littérature ?
Euh, c'est une question assez complexe en fait, ça, parce que je me disais en écrivant un livre, je disais, c'est marrant parce que la peinture qu'elle fait, pour moi, c'est de la peinture pour livre. Parce que probablement, c'est pas forcément la peinture que j'aimerais voir. Euh, mais ça produit des images, ça produit des choses qui, par exemple, l'idée d'une femme rouge comme ça, je sais pas si ça marcherait en peinture, mais je sais que ça marche en livre. Parce que ça produit une image mentale qui est assez forte. Euh, Après, ce qui est vrai, c'est quand tu as tout le travail, par exemple, sur la superposition des couches, le rapport à comment la notion de strate, par exemple. Ça, c'est vrai en peinture, et en tout cas dans la peinture, comme elle en parle, comme le personnage de Christine en parle dans le livre. Ça, oui, ça ressemble beaucoup euh, au travail d'écriture. Et puis après, c'est vrai que moi, je suis un peintre frustré ou raté, enfin, ou les deux. Et donc, pour moi, oui, les deux sont assez proches, en fait, dans la façon dont certaines couches sont là pour faire apparaître d'autres. Dans l'Histoire de la nuit, par exemple, j'allais dire, Histoire de la nuit, il y a cette idée que il y a la peinture comme ça qui dégouline des tableaux, mais il y a plein de choses qui dégoulinent tout le temps dans ce livre. C'est-à-dire, il y a le sang qui va dégouliner, et puis, mais pas que le sang, il y a les fameux plats au mori, etc. Il y a des taches pour moi, c'est de la peinture tout le temps, en fait. Et là aussi, il y a des strates, mais là, c'est des strates de temps. Par exemple, quand Bergogne regarde les couverts qui appartenaient à ses grands-parents, et il se rappelle des histoires qu'il entendait quand il était gosse, quand on lui parlait des nazis qui étaient venus chez lui, etc., et qu'ils avaient mangé avec ces couverts-là aussi. Donc il y avait l'idée de faire un livre de guerre en temps de paix, et de dire comment cette violence-là, la violence de l'histoire, la violence du temps, elle est ancrée en nous, et qu'on ne peut pas, même en temps de paix, ne peut pas faire l'abstraction de cette violence-là qui nous a profondément façonnés, en fait, quoi. Et pour moi, la peinture travaille un peu sur ça aussi, sur cette question de la mémoire. Donc dans le livre, évidemment, ça se traduit dans la peinture de manière picturale, ça se traduit visuellement, mais dans un livre, c'est une façon de faire coexister des strates de temps, et de dire que de la même manière qu'une couche qui est très en dessous de peinture peut faire vibrer la couleur à la surface de manière particulière, et la présence des nazis dans les années 40 chez les grands-parents peut faire comment dire, résonner quelque chose dans l'histoire d'aujourd'hui chez des personnages qui a priori n'ont rien à voir avec ça, quoi. Donc ça, oui, pour moi, ça a à voir, ouais. Mais résultat, justement, là, quand tu mentionnes ça, l'Algérie, quand tu mentionnes la Seconde Guerre mondiale, on a vu comment au fil de tes livres, l'histoire contemporaine a surgi. Donc le Hésel, ça en est d'une certaine manière, avec des hommes évidemment aussi, mais aussi la violence de la nature, avec le tsunami dans Autour du monde. Et donc c'est marrant parce que ça invite à relire quand même tes premiers livres, ou ce que tu disais tout à l'heure sur la violence de certains individus ou la violence masculine. C'est-à-dire que est-ce que tout d'un coup tous les livres sont pas là pour dire une sorte d'effroi devant la vie, et en général, et pas devant la violence de la vie, à quoi on s'expose en étant vivant, quoi. Aussi bien à une grande vague au Japon qui va avoir des répercussions partout dans le monde, que à l'intérieur de ce que tu disais être la cellule familiale tout à l'heure. Et cet effroi-là, la littérature, en fait, d'une certaine manière, tu penses qu'elle est capable de répondre à cet effroi-là, elle est peut-être capable de calmer cet effroi-là. Disons que c'est ça, mais je voudrais dire qu'en fait, c'est un effroi qui est inséparable de l'émerveillement aussi. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un étonnement, un émerveillement à être là, qui est lié à un effroi aussi. Mais si on prend l'image du tsunami, j'ai envie de dire, ça, pour moi, ça a à voir avec, j'allais dire, une question diamétralement opposée, qui est celle de la sentimentalité.
C'est-à-dire, vous imaginez comme ça, vous faites une image avec un couple d'amoureux, ils sont en train de se jurer amour, fidélité pour toute la vie. Si c'est cadré comme ça, très, très près. Et puis vous vous dites, oh, c'est quand même complètement cucu ce qu'ils se disent. Mais si vous élargissez le plan et que derrière il y a une télévision avec CNN derrière qui est en train de parler d'une catastrophe comme un tsunami, ce qu'ils sont en train de se dire, c'est plus cucu, c'est juste une folie totale de se dire que dans ce monde-là, on peut porter une parole aussi peut-être naïve, mais qui porte une utopie gigantesque et qui devient absolument magnifique. Et bon, moi, c'est ce chant et ce contre-chant qu'il faut porter ensemble. Exactement. Et donc, c'est l'écho. L'écho à ce moment-là du tsunami, il n'est pas juste. C'est pas, contrairement à ce que j'ai pu lire, des fois juste une sorte de bruit de fond. Laurent, tu disais tout à l'heure justement l'effroi et l'émerveillement. À la fin de Dans la foule, justement, il y a cette dernière page magnifique. Je ne me suis pas levé. Le monde s'est retourné en moi et tout à coup, il me semble que je connais cette sensation, cette ivresse d'assister au monde en me tenant sur la marche, pied droit, souffle retenu, près de tomber dans un précipice que je ne connais pas. Donc tu écris cette ivresse d'assister au monde. Et c'est vrai que ces moments-là ne sont pas les plus fréquents dans tes livres, mais par contre, quand il y a une notation de cet ordre-là, tu dis bien cette ivresse, quoi. C'est-à-dire un moment de vertige, de bonheur peut-être fugace, mais d'une telle intensité. Est-ce que ça, pour toi aussi, ça correspond au moment de l'écriture? C'est-à-dire, est-ce que dans l'écriture, tu es déjà du côté de cette ivresse-là? Totalement. J'ai envie de dire même, c'est comme ça. Les seules fois où j'ai un petit peu écrit, c'est la sensation... Pour moi, écrire, c'est aller à la recherche de cette sensation-là. Et de temps en temps, ça arrive. On voulait parler avec toi de la manière dont ton écriture traverse différents genres. Donc on a beaucoup parlé du roman, il y a aussi le théâtre et le cinéma. On a vu que tes premiers livres étaient structurés autour de monologues. Est-ce que selon toi le théâtre au fond était présent depuis le début et pourquoi à un moment le besoin, l'envie de basculer vers une véritable forme théâtrale? Alors, par exemple, c'est vrai que dans les premiers livres, il y a beaucoup de gens de théâtre qui sont venus un peu me chercher, ils avaient envie de ça au théâtre, etc. Il y a eu quelques expériences que n'étaient pas forcément négatives, mais qui n'étaient pas non plus bon. Mais il y avait cette question de l'incarnation et de la parole incarnée. Et au fond, moi, cette espèce de tension vers l'autre que suppose le monologue, pour moi, très vite, je me suis dit quand même qu'il y avait quelque chose qui cherchait la question de l'incarnation. Je me suis dit, effectivement, le monologue et tout ça, très bien pour le théâtre. Mais en fait, au fond, ça me satisfaisait pas. Et ça ne me satisfaisait pas parce qu'à un moment, je me suis dit, non, en fait, ce qui m'intéresse dans le théâtre, c'est d'aller chercher l'incarnation. J'allais dire, pour elle-même, le rêve, ce serait un acteur qui n'a plus besoin de texte. Et donc moi le texte me posait plus problème et je trouve que un monologue ça prend toute la place, ça prend tout en fait, ça mange tout. Donc je me dis non, le théâtre il n'a pas besoin de monologue, c'est pas vrai. Ça peut se faire, il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est pas la peine puisque moi je fais ça pour les romans. Et comme je n'arrivais pas à me sortir de cet enfermement, comme le monologue c'est à la fois une projection, quelque chose qui libère et en même temps quelque chose qui enferme. Et je me suis dit, le théâtre m'a aidé. Au début, c'était extrêmement difficile, ça l'est toujours d'ailleurs, mais peut-être un peu moins, mais à trouver une façon de sortir du monologue, à casser le monologue plutôt. Le monologue, c'est une espèce de chose qui avance comme ça par grandes vagues, pour reprendre l'image du tsunami. Parce que pour moi, je pense vraiment à l'écriture romanesque comme quelque chose qui est lié au flux, au flow, qui est lié à quelque chose d'une dynamique qu'on pourrait comparer à l'électricité, les corps conducteurs de Claude Simon, des choses comme ça, avec cette idée vraiment d'énergie pure, que ce soit le mouvement de l'eau, le mouvement de l'électricité ou des choses comme ça, du vent, par exemple.
Et le théâtre, justement, d'un seul coup, pose les problèmes totalement différemment. Et donc au début, moi, la panique totale avec ça. Et justement, c'est ça qui m'a intéressé, qui m'a plu, c'est que d'un seul coup, j'ai plus du tout les outils, j'ai plus mon petit truc, j'ai plus ma petite combine, quoi. Je peux plus combiner avec ça. Et puis aussi, très vite, il y a des auteurs de théâtre, par exemple, je parlais d'Edouard Bond tout à l'heure, ou Krimp, ou des gens comme ça qui m'ont beaucoup troublé, beaucoup intéressé, justement dans le rapport à la violence, dans le rapport au monde contemporain, etc. Et je me suis dit que ça pouvait m'apporter aussi quelque chose pour le roman. À essayer de poser le roman un peu de façon différente. Et puis j'aime bien casser ce que je fais. Alors du coup, le théâtre, c'est plutôt une... Alors c'est marrant parce qu'effectivement, on avait envie que dans les gens qui me contactaient pour des pièces, etc., plutôt que je fasse des choses proches des romans, alors que moi, pas du tout envie de... Ça m'intéresse pas de faire ce que je... mais par contre, ça permet de reposer les choses différemment. Et puis, ça m'a à un moment, de manière très basique, très frontale, posé des questions. Tu as deux personnages. Dans un roman, je vois à peu près comment on va faire pour dire, l'un va dire passe-moi le sel, et il va falloir entendre je te quitte. Dans un roman, je vois à peu près comment je peux le faire. Mais avec une pièce de théâtre, ils vont être là tous les deux. Oh, tiens, passe-moi le sel. Ah. Je vais vraiment être obligé d'écrire passe-moi le sel. Et la première fois, je peux te dire que ça fait mal quand même. Je suis vraiment en train d'écrire ça quand même. Tu dis, il y a 0 degré de littérature là-dedans, il n'y a rien. Bon, et ben, en même temps, moi, ça fait partie des espèces de tabous, d'interdits. Donc pour un écrivain, c'est passionnant d'écrire des choses, de se confronter à ce qui est de la littérature, ce qui n'en est pas, quel endroit ça en est, quel endroit ça en est pas. Et donc poser une phrase aussi banale comme ça, waouh. Et comment je vais faire entendre le je te quitte, comment on va faire entendre l'espace vide, comment ça va résonner. C'est ça qui est passionnant là-dedans. Et là, tu te dis, entre deux dialogues quelconques, il va falloir qu'on entende quelque chose qui ne l'est pas du tout. Mais il faudra que ce ne soit pas écrit. Et donc, c'est génial. Mais c'est juste impossible à faire. Donc, il faut le faire. Et moi, le théâtre, voilà, mais c'est une énorme question pour moi, le théâtre. Et l'art du dialogue est une énorme question. Et donc, comme c'est un truc pour lequel je suis spontanément moins doué, et puis plus on me dit que j'y arrive pas, moi pendant des années, tous les étés je faisais une pièce de théâtre. Tous les étés, ma femme me disait à la fin, ouais, peut-être ton talent n'est pas là. Et donc moi plus on essaie de me décourager, plus ça me rend fou. Alors évidemment j'y vais d'autant plus. Et c'est un peu pareil pour le cinéma d'ailleurs, cette question du dialogue en fait, qui est une espèce de mystère total de comment faire apparaître des choses en parlant parfois d'autre chose. Et en même temps, ce qui est peut-être encore plus difficile pour le cinéma, pour les dialogues de cinéma, c'est d'être à la fois... on doit tout comprendre, mais ne pas être explicatif. Ça, le chemin qui passe vers ça... alors évidemment, moi, c'est comme le non-dit, toutes ces questions du non-dit, de ce qui apparaît en creux, etc. Pour le coup, je crois que c'est comme une question qui me taraude depuis longtemps. Évidemment, dans ces arts-là, c'est très très présent. Il faut que ce soit à la fois très vif, qu'on ait les choses et qu'en même temps on les ait pas. Alors comment on fait ça ? C'est impossible. Alors du coup, comme je sais pas, du coup ça me donne très très envie d'aller vers ça, quoi. Ça c'est sûr. Et puis je te dis, je pense aussi que autant la littérature et l'écriture me sauvent de plein de choses et me donnent un émerveillement à chaque fois que je réussis à peu près à approcher un truc, autant le moment qui serait vraiment super, ça serait d'y arriver sans les mots, quoi. Ça serait une espèce de libération absolue et de faire de la littérature comme ça qui serait là. C'est ce que j'aime par exemple au cinéma. Le cinéma, il a cette force de nous dire que il n'y a qu'un visage qui peut parler d'un visage. Le visage est son propre commentaire. Rien ne peut commenter un visage. Littérature, tu peux faire tant que tu veux. Tu peux essayer de dire « Ah, il a les yeux en amande, il a le nez machin, les pommettes saillantes. » Les pommettes saillantes, tout ça. Mais
on peut après demander à tout le monde, personne n'aura vu la même tête. Personne. Alors c'est la force de la littérature que de laisser à chacun le pouvoir de son imaginaire, mais n'empêche qu'aucun écrivain au monde n'aura jamais imposé un visage. Jamais. La littérature ne peut pas faire ça. Le cinéma ne fait que ça. Donc moi, cet espace-là, ce saut, comme ça, pour moi, c'est de ce point de vue-là de la surlittérature, quoi. Réussir à imposer le visage. Ça, par exemple, c'est magnifique de faire ça. Et voilà, il y a des gens, Antonioni, il sait faire ça, Bergman, il sait faire ça. Il y en a, c'est pas tous les jours, mais quand même, ça peut se trouver et de temps en temps. Et je me dis, ça, c'est un truc où la littérature ne peut pas aller. Parfois, elle peut aller à des endroits où le cinéma... Heureusement, d'ailleurs, chaque art a ses zones de force, ses zones de fragilité, etc. Mais moi, ça m'intéresse toujours pour ce que l'autre art ne peut pas faire. C'est-à-dire le cinéma, c'est intéressant, c'est surtout pas intéressant pour la littérature. C'est intéressant pour le cinéma, c'est intéressant justement à l'endroit où la littérature doit s'absenter, ou peut s'absenter. Si c'est pour faire un truc... un film d'écrivain, il n'y a rien de pire quand même. Alors justement, c'est intéressant de ce point de vue-là de savoir que ton dernier roman, Histoire de la nuit, est au départ un scénario, Ouais. et que justement, par la littérature, tu as fait ce que tu as creusé ailleurs, au fond. Ouais, mais en fait, j'avais fait un court-métrage qui était peut-être un peu trop proche du théâtre. D'ailleurs, je suis en train d'en faire une version au théâtre, mais qui était quand même porté vraiment par la parole et par le travail des comédiens, mais quand même par la parole. Et j'ai eu envie, du coup, après, je me suis dit, je vais écrire un autre scénario, mais un truc qui serait plus sur les regards, sur les attentes et sur le déplacement des corps, et donc j'ai commencé ce qui s'appelait pas Histoire de la nuit à l'époque, mais qui était dans cette idée. Du coup, la prise d'otage m'intéressait pour ça, en fait, pour être comme ça dans un espace clos avec peu de paroles, mais vraiment un travail sur les déplacements, comment chaque geste devient un événement, parce que tiens, si l'autre bouge vers telle pièce, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et quand j'ai entrepris en fait, d'en faire un roman, je suis un petit peu resté sur cette idée qu'il fallait chercher à l'intérieur de cette chose définie comme un genre, ou par un genre, qu'il fallait essayer d'aller chercher l'espace qui serait spécifiquement littéraire. Et du coup, qui va à l'encontre de ce que pourrait le cinéma, quoi. Dans ces expériences de théâtre et de cinéma, il y a aussi évidemment, enfin c'est basique, la question du collectif, c'est-à-dire que tout d'un coup tu n'es plus seul devant ton ordinateur. Est-ce que cette dimension collective-là, c'est-à-dire que ton texte ne va pas suffire, il va falloir que d'autres s'en emparent et apportent leur propre talent à la réalisation d'eux, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, qui te rend fragile, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que tu souhaites? C'est-à-dire est-ce que tu as été vers le cinéma et vers le théâtre précisément pour sortir de cette solitude du romancier? J'allais dire, tu sais, tout à l'heure je disais, quand j'étais petit, je voulais pas faire l'armée, je voulais pas faire le service militaire. J'ai détesté les internats, j'ai détesté tous les trucs collectifs imposés en fait. Lié aux trucs administratifs, l'hôpital, l'expérience de l'hôpital, pour moi c'était une expérience collective mais totalement traumatisante. Et j'ai l'impression que le désir de cinéma et de théâtre, c'est des espèces de contrepoison en fait, pour aller chercher une expérience collective mais qui rejoigne une idée un peu plus utopique et un peu plus heureuse de l'idée de collectif en tout cas, quoi. Mais après, je suis un ours, j'aime pas... Je suis toujours dans la méfiance comme ça. Avec ça, j'ai un rapport. Mais c'est vrai que la pratique du roman est tellement dure dans la solitude que ça implique. Moi, je n'ai pas de métier à côté, donc écrire, c'est passer des journées absolument seul, et de voir parfois vraiment personne pendant des semaines, quoi, ou très peu de gens. Enfin. Pendant des semaines, des mois, etc. Donc c'est vrai que moi, mais c'est un petit peu comme ce truc, vivre à la campagne et vivre en ville. Moi, j'ai besoin des deux, j'ai besoin de tout pour vivre. J'ai pas besoin de l'un ou de l'autre, j'ai besoin de l'un et de l'autre. Et c'est vrai que cette dimension collective au théâtre et au cinéma, pour moi,
ça rejoint complètement l'idée de l'émerveillement. Cet émerveillement que procure l'écriture seule, c'est quelque chose qu'on peut, je trouve, retrouver au théâtre et au cinéma, même si c'est toujours agaçant pour plein de choses de travailler avec des gens, parce que les gens vont pas à votre rythme, parce que ça ne marche pas comme vous voulez, parce que pour un tas de raisons. Mais en même temps, il y a quelque chose quand ça se passe bien qui est tout à fait génial et unique, vraiment. Et au contraire, moi, les textes, je les sens avec ça. Là, par exemple, je travaille avec des gens sur l'adaptation de ce qui a été mon premier court-métrage pour le théâtre. Et travailler avec des gens, moi j'adore au contraire comment les uns et les autres peuvent s'approprier le texte, comment on en parle, comment ça devient un matériau qu'on peut partager, Et je suis même souvent plutôt emmerdé quand parce que je sais que pour les gens, c'est pas forcément évident de travailler avec l'auteur quand il est là, quoi. Parce qu'ils vont se dire, bon, l'auteur, il va se sentir... Et puis après, une fois encore, je suis pas une contradiction près sur ça, c'est-à-dire que si je dis, mais soyez libre, appropriez-vous le truc, etc. Mais s'ils le font, c'est très bien, mais s'ils le font pas complètement au bon endroit, là par contre, ils vont me voir faire quand même un peu faire ma gueule d'enterrement et dire non, pas ça, c'est pas ça, sonne pas juste ça. Donc je sais que c'est difficile, c'est plus difficile, je pense, pour les autres que pour moi, parce que pour moi c'est que du plus en fait, c'est que de la joie. Même si des fois ça m'énerve, des fois ceci, cela, mais c'est vraiment parce que les gens proposent tellement de choses. Je veux dire, moi j'ai eu des expériences où vraiment je trouvais des gens très généreux, et quand ils ne l'étaient pas parce qu'ils voulaient se rapproprier le truc, etc., parce qu'ils n'étaient pas à l'aise, en même temps ça m'a toujours intéressé, même dans les choses que j'ai pas aimées, ça m'a toujours intéressé de voir qu'un texte peut vivre très largement sans son auteur, ou que la plasticité que ça a, ou même quand parfois j'ai trouvé que c'était pas réussi, ça ne m'a jamais été inutile. Oui. Ça m'a toujours à un moment, je me suis dit, tiens, on peut aussi entendre ça comme ça. Ah oui, j'avais pas pensé que... Et même le texte, des fois, résiste à des formes de maltraitance. Totalement. Et ça, c'est toujours une belle nouvelle. Ouais, ça. tout à fait. Ouais. Quand on préparait ces rencontres, on avait donc prévu d'en consacrer une complète à ton rapport au cinéma. Donc là, on n'a plus le temps de développer autant qu'on aurait voulu le faire. Mais quand on se demande, donc quand on voit l'importance que le cinéma a pour toi, on se demande donc quel type de spectateur tu es. Et on avait prévu de t'interroger donc sur des scènes comme ça, ou des moments de cinéma qui t'auraient particulièrement marqué. Et spontanément, par exemple, tu as cité une scène d'Antonioni, une scène de Bresson. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces scènes-là qui ont été soit fondatrices, soit qui t'ont permis à un moment peut-être de te relancer dans ton travail ou de créer un nouveau champ de questions? Si on me dit cinéma comme ça, très vite, je pense que je vais penser à Mouchette, Bresson avec la scène du bol. Ou même la scène de la fin quand la petite fille est habillée dans sa robe de mariée, la espèce de, quand elle glisse comme ça roule dans l'eau. Mais c'est plein d'images comme ça, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, donc j'ai des images qui surgissent, les surgissements sont d'une puissance quand même extraordinaire de ça. Et puis peut-être la scène pour moi la plus, je dirais qui serait la plus cinéma hors Hitchcock, mais Hitchcock c'est comme tout, c'est vrai pour tout le monde, j'ai envie de dire. Hitchcock c'est un petit peu particulier parce que il n'y a pas très longtemps j'ai revoyé La mort aux trousses, je me disais c'est quand même un film qui frise le cinéma expérimental pour quelque chose de très particulier. C'est que c'est peut-être le seul film comme ça où toutes les scènes sont des scènes d'anthologie. Toutes les scènes sont des scènes d'anthologie, c'est incroyable. Et ça empêche même de le voir parce que du coup on le découpe, on le voit par tranche en fait, parce que toutes les scènes sont des scènes d'anthologie. Et Antonioni c'est un petit peu différent, mais c'est une des scènes du début du film de l'Éclipse. Monica Vitti est en train de quitter, ils sont en train de se séparer et il y a un ventilateur. Et alors là pour le coup on n'a pas beaucoup de paroles et cette scène est extraordinaire, mais c'est une leçon, pas seulement de cinéma, mais d'art en général, parce que ça pose aussi, par exemple, pour la question de... À chaque fois que je revois cette scène, et c'est une scène, par exemple, que je regarde de temps en temps, je me dis, mais tiens, comment écrire une séparation? Et bien en fait, il ne faut pas penser à ce qu'ils ont à se dire, il faut penser au ventilateur. C'est toujours d'être
trouver le petit truc à côté, quoi. Au bruit du frigo. Au bruit du frigo, n'importe quoi, mais le petit truc qui fait que ce dont on se souviendra, c'est pas de la chose, c'est celle qui est à côté. Ouais. L'endroit de focalisation. Et je trouve, il y a des films comme ça qui ont, j'ai envie de dire, qui sont des leçons de littérature de ce point de vue-là aussi. Et pourtant, c'est purement du cinéma. Et c'est à la fois, ce n'est que du cinéma, et en même temps, on se dit, tiens, dans la littérature, il y a quelque chose à interroger là-dedans. Mais ce qui me donnerait envie de faire du cinéma là-dedans, pour le coup, c'est un son que je ne pourrais jamais écrire. C'est des sensations que je ne pourrais jamais trouver totalement par l'écrit. Donc ça permet d'aller à un endroit qui est totalement inaccessible ailleurs qu'à cet endroit. Donc en fait, c'est quand même, dans ce que tu dis des arts, là, c'est toujours l'idée, peut-être, de faire une clé à cet art-là, quoi. C'est-à-dire à la littérature, lui faire une clé dès qu'elle devient trop bavarde, au cinéma, dès qu'il va trop montrer la chose, regarder à côté, etc. Donc il faut les mettre un petit peu les uns les autres. Ni bien écrire, ni bien filmer. Ouais, en espèce de permé où chacun se regarde comme ça, un petit peu comme ça. Mais parce que ça crée des lieux de tension entre chaque chose, et puis ça, du coup, ça oblige à savoir pourquoi on fait les choses à cet endroit-là et pas à celle d'à côté. Et du coup, de les mettre un petit peu sous tension. C'est vrai que, par exemple, dans les films dont on avait dit qu'on parlerait un petit peu, on avait parlé de Marénade, par exemple, et de Kelly Reichardt, qui sont les deux cinéastes contemporaines moi, que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, le film, Kelly Reichardt, il y a un film qui doit sortir là. Bon, on l'attend comme tous les films. Bon. Mais par exemple, je pense à Marénade, par exemple, on parlait de Tony Erdmann ou des films comme ça. Moi, quand je vois ce genre de film-là, je suis épaté de voir de l'évidence de la chose, quoi. Et voilà, quelqu'un vient sonner à une porte, il attend quelques secondes, et puis hop, l'autre va ouvrir. Et comment ces gens arrivent à faire que c'est un événement ? Moi, ça me sidère, quoi. Et pourtant, on se dit, alors la caméra, elle est où ? Pourquoi ce plan, il est naturel ? Pourquoi il est évident, alors que la caméra, on aurait pu la mettre ailleurs ? Et pourquoi il y a des plans où on se dit, non, mais pourquoi il a mis sa caméra là ? C'est n'importe quoi. Tu vois, ça, c'est des trucs. Voilà, il y a des cinéastes qui arrivent à rendre ça d'une évidence et puis d'une humanité. D'une humanité, tu as vraiment l'impression, non pas que tu assistes à la scène en tant que témoin, mais que c'est quelque chose d'extrêmement intime, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est d'un seul coup, c'est pas fabriqué, quoi. Je sais pas. Avec une vraie étrangeté aussi. Ouais. Et c'est très troublant. Et alors moi, ça me fascine, quoi. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Et Kelly Reichardt, par exemple, le dernier film qui a sorti, l'avant-dernier maintenant pour elle, Certaines femmes, plusieurs histoires comme ça. Il y a, je crois, 3 ou 4 histoires. C'était tellement avec ces personnages, c'était tellement avec les gens, et puis d'abord c'est beau plastiquement, d'un point de vue visuel c'est beau, mais on se dit que ça implique énormément de choses dans le rapport à la vie. C'est-à-dire qu'on se dit que cette, je la connais pas moi, Kelly Reichardt, mais on se dit que ça doit être une femme très bien. Alors qu'elle est peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est bien. Moi, c'est par exemple, c'est ce que j'aime chez elle, par exemple, sur ça. Non, mais par exemple, je sais que c'est un peu con de dire ça, que ça a l'air d'être très bien, mais en même temps, quand on voit les films de John Ford, par exemple, moi, c'est ce que je ressens quand, par exemple, il est capable de prendre n'importe quelle personne, mais c'est toujours un rapport à la dignité. Et je me souviens je sais plus, un truc que j'avais lu sur du cinéma de Straub et Huillet. Straub et Huillet parlait de John Ford. Je me dis, mais quand même, Straub et Huillet, c'est rien à voir avec John Ford. Et puis, quand vous regardez bien, en fait, si, ça a complètement à voir. Ça a complètement à voir pour une chose, la dignité. Et vous regardez certains films de Straub et Huillet et les films de John Ford, les points communs, c'est le rapport, par exemple, des figures un peu hiératiques. Cette façon comme ça d'être photographié de manière
comme ça, c'est des statues, quoi. Mais avec une espèce de puissance humaine, de beauté humaine, qu'on trouve pas souvent, quoi, en fait. Alors c'est sûr que c'est pas très à la mode à notre époque, où on a plutôt tendance à humilier les gens et à la renvoyer toujours à du trivial. Mais ouais, ça c'est quelque chose, par exemple, je trouve que le cinéma fait de manière magnifique, parce que c'est pas pontifiant aussi, parce que c'est pas comme ça, c'est ni grandiloquent, ni voilà, c'est une espèce de rapport. Il y a des portraits des fois, je sais pas, je pense à Claudette Colbert comme ça. C'est magnifique, mais ça me fout la chair de poule, moi, j'adore. Ben, on peut peut-être s'arrêter sur ces mots là: dignité, humanité, chair de poule. Merci beaucoup Laurent. C'est Merci. vraiment très sympathique d'avoir accepté cette invitation. Et donc, voilà, il est possible de retrouver tous les livres de Laurent, évidemment, dans toutes les médiathèques, puisque ça faisait partie de l'invitation. C'était pas simplement inviter Laurent, mais c'était évidemment inviter les lecteurs de la Seine-Saint-Denis à lire ou relire ses livres. Merci Laurent. Merci.